Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. L'instabilité du jeune enfant et les orientations pédagogiques. Répression ou prévention ? Au moment où l'INSERM a publié un rapport sur la détection des troubles du comportement de l'enfant à 3 ans, si ce n'est à la naissance, un collectif, Pas de zéro de conduite à 3 ans, a refusé de cataloguer les enfants, de les enfermer dans des catégories rigides et préétablies et où les recours médicaux seraient ceux d'un conditionnement cognitivo-comportementaliste ou d'une médication chimique. Dans ce contexte, il s'agit d'un problème de santé et de bien-être de l'enfant qui peut être accompagné par les professionnels de la petite enfance, visant une aide éducative portant sur l'action et les mouvements du corps propre. C'est la formation initiale de l'enseignant dans le domaine de l'éducation nationale qui est également visée, en ce qui concerne la montée de violence dans les écoles. 13. Pourquoi attendre la grande enfance ou l'adolescence pour s'interroger ? C'est le plus tôt possible qu'une éducation doit être entreprise, dès les origines de cette violence ou de l'instabilité de l'enfant. Celle-ci ne devrait-elle pas être envisagée dès la petite enfance, en maternelle ? À cet âge, les comportements instables et violents sont fréquents, et peuvent être éduqués à condition que les professeurs des écoles reçoivent une formation adéquate. Le but de ce livre est une aide pratique et une réflexion venant compléter les formations par ailleurs données, sachant que la pratique vécue est fondamentale pour comprendre les valeurs pédagogiques engagées. La détermination est celle d'une éducation de la personne, du sujet qu'est l'enfant, par le mouvement dansé en tenant compte de l'importance du corps propre. Les parents sont les premiers démunis devant le comportement inégal de leur enfant. Cette éducation n'est ni une rééducation, car comment ou pourquoi rééduquer alors que l'enfant n'a pas été éduqué, ni une thérapie car les conduites observées sont celles d'enfants normaux en développement confrontés à la vie, au réel, à l'imaginaire, à autrui, aux objets, à leur propre corps qui grandit. C'est de notre aide qu'ils ont besoin et c'est cette aide qui est proposée sous l'angle éducatif. Celle-ci ne peut s'accommoder d'à peu près, sans objectif spécifique. Une danse éducative permet à l'enfant de se fixer, de créer des appuis, d'observer, de découvrir le monde et de se découvrir à travers un art qu'il apprend à aimer. Les activités multiples ne favorisent l'épanouissement de l'enfant, l'incitant à la boulimie au détriment de l'intégration de ses expériences. Restant superficielles dans le temps, elles seront oubliées et ne lui permettront pas d'évoluer, de s'enrichir. Elles ne feront que le disperser. C'est cette multiplicité d'activités qui va également être observée chez les enfants instables. Les activités dites d'éveil pratiquées en trop grande quantité vont solliciter l'enfant en le mettant toujours sur la brèche qui, par un effet inverse, vont le faire décrocher et survoler ses activités. Le tonus restera toujours à un niveau trop élevé, surtout si ces activités ne sont pas dosées dans leur nombre, mais également dans leur contenu. Elles risquent d'augmenter inconsidérément le tonus. Les enfants restent sur une tension maximale entraînant un énervement, une fatigue, de lui-même et de ses proches et à terme une baisse de la vigilance et par répercussion de l'attention. Les activités pratiquées ainsi ne proposent, ni dans la forme ni dans le fond, d'orientation éducative. Si parfois le mot est lâché, il ne repose sur rien de concret. C'est au contraire sur le plan des valeurs humaines, vers des objectifs où l'enfant pourra grandir en augmentant ses potentialités, son autonomie, sa perception du monde et de soi que son éveil sera orienté ici. C'est ainsi que face aux difficultés pour grandir. Dans le sens métaphorique et physiologique, une pratique respectueuse de l'intégrité de la personne de l'enfant peut l'aider à devenir un adulte responsable et singulier. C'est également ne pas vouloir dès cet âge, séparer dans les actions et comportements de l'enfant le corps et l'esprit. Si l'action est éducative, il y aura complémentarité. Si elle ne l'est pas, elle favorisera comme c'est parfois le cas l'emprise de l'intelligence abstraite sur les mouvements du corps. Ajustement global ou injonction verbale. Les situations pédagogiques ne doivent pas être prises individuellement, mais dans un contexte pédagogique et philosophique, sous peine de ne pas être comprises comme innovantes. Danser avec un tissu n'est pas nouveau en soi. Il l'est quand on se confronte directement à l'action avec ce tissu et que l'on invente des mouvements nouveaux. Ainsi,
c'est la manière dont sont amenées les situations éducatives qui donnera une signification à cette pédagogie. Reportez-vous aux pages de propositions pratiques concernant les objets et sans réfléchir, jouez en dansant avec ces objets et en musique. Laissez émerger les mouvements qui seront peut-être au début des mouvements connus de vous, mais persistez et prenez conscience de ce qui se passe alors. Cette pédagogie s'appuie sur un travail de dynamique de groupe où l'enfant va danser au milieu et avec d'autres enfants, et non en les ignorant comme dans certaines pratiques où il est seul face au miroir. Les relations humaines viennent colorer affectivement les expériences vécues, vers un épanouissement et une ouverture aux autres. Notre fondement méthodologique est celui en premier lieu, de la phénoménologie de la perception de M. Merleau-Ponty sur lequel nous avons déjà basé notre premier ouvrage. Le vécu y est premier, précédant la perception consciente et la représentation. Ceci va à l'encontre des pratiques actuelles à l'école, mais aussi en danse où l'enfant est immédiatement confronté à une demande de représentation abstraite par des injonctions verbales. C'est ainsi qu'un chorégraphe à l'école, face à une classe de grande section comportant un grand nombre d'enfants instables, leur parlait. Il leur demandait de faire ou de ne pas faire. Il parlait beaucoup avant de les faire entrer dans l'expérience. Cette dernière était sans cesse ramenée au niveau verbal, empêchant l'enfant de vivre pleinement son expérience. Devant le bruit, le chahut continuel, les mouvements désordonnés et impulsifs, il demandait « Taisez-vous, arrêtez de bouger, écoutez-moi, calmez-vous », et même parfois « Excédez, fermez-la ». Plus il leur parlait ainsi, plus les enfants chahutaient et ne l'écoutaient plus. Parler de cette manière aux enfants, amener l'intervention de l'adulte à un niveau verbal et rationnel faisant appel à sa pensée et à l'intelligence abstraite, alors que l'instabilité du jeune enfant doit être abordée sur le plan de la vigilance. Les ordres ou rappels à l'ordre relèvent du langage et des fonctions mentales. Or ces enfants sont incapables de s'arrêter, de se poser, de marquer une pause, d'écouter, d'être disponibles. C'est dès lors vers ce qui est la base de l'attention, c'est-à-dire la vigilance que la pédagogie doit se tourner. Faire appel au bon sens, ça ne sert à rien de crier, au sentiment soyez gentil, écoutez-moi, et pour finir au cri en parlant plus fort que le brouhaha ne relève pas de la pédagogie mais prouve simplement que cet adulte est dépassé par les événements. Les quelques secondes d'attention ne suffisent pas à accrocher l'enfant instable. L'orientation cognitive actuelle amène beaucoup d'adultes à croire que tout peut être réglé par le mental, la volonté, la pensée, les fonctions dites supérieures en délaissant les autres fonctions dont la fonction d'éveil liée à la vigilance. L'instabilité de l'enfant montre alors une instabilité des structures nerveuses dans leur équilibre les unes par rapport aux autres, et une violence du corps qui se révèle face à une demande cognitive trop difficile. Loin d'accepter ce constat, les programmes à l'école maternelle veulent de plus en plus et de plus en plus tôt aller dans le renforcement des apprentissages intellectuels dits fondamentaux. Les responsables de ces programmes n'ont pas encore réalisé que la pensée et la conscience sont incarnées, et que c'est par l'expérience vécue du corps propre que la personnalité entière va pouvoir se développer. En voulant aborder à l'école, tant les apprentissages cognitifs que corporels par le seul langage, on ne fait qu'exacerber le problème. C'est ainsi que lorsque les verbes d'action sont utilisés, le mouvement est sollicité avec le langage comme point de départ, injonction verbale, ainsi que par la cognition, je réfléchis à ce que je dois faire et répondre. C'est croire que la pensée doit tout décider, tout diriger et ne pas faire confiance à l'organisme. Cela limite les mouvements à une possible expérience antérieure en ce qui concerne ce verbe, à une image type représentative, stéréotypée et culturelle que pourrait en avoir l'enfant. L'objectif de l'école et de l'apprentissage en général peut se poser. Est-ce l'apprentissage de connaissances qui est visé, c'est-à-dire une tête bien pleine, ou est-ce amener la personne à se révéler, à devenir autonome, curieuse et actrice de son développement, une tête bien faite, métaphoriquement bien sûr. Le langage est fondamental dans l'évolution de l'enfant, mais il ne doit pas être utilisé comme un stimulus mécanique qui viendrait déclencher une réponse stéréotypée. La fonction du langage se place dans l'expression, la communication, la symbolisation. Il vient donc appuyer une action qui a été vécue, et que l'on raconte. Il est de la part de l'adulte une demande qu'il effectue afin de se faire comprendre et entendre dans ce qu'il veut communiquer aux enfants. Il ne peut constituer une théorie de l'apprentissage du mouvement.
Si l'on se réfère à G.T. Edelman, l'évolution de l'être humain a été jalonnée de la même évolution que suit le petit enfant dans son développement. L'émergence de la conscience primaire a permis les catégories perceptives, où le corps joue un rôle fondamental. La conscience d'ordre supérieur a pu s'épanouir avec l'apparition des compétences sémantiques. Cette conscience s'appuie et a besoin de la conscience primaire, car les catégorisations perceptives vont être le terreau des aires appelées conceptuelles par Edelman. Les capacités conceptuelles sont apparues au cours de l'évolution, bien avant le langage. Et bien qu'elles dépendent de la perception et de la mémoire, elles sont construites par le cerveau à partir d'éléments qui contribuent à ces deux fonctions à la fois. C'est donc en cherchant à structurer ces capacités préconceptuelles par une pédagogie basée sur le mouvement spontané et vécu, plutôt que sur les mots, que l'enfant préparera le mieux l'apprentissage du langage. Enfin, cette incitation par le verbe néglige entièrement l'aspect sous-cortical, c'est-à-dire celui qui est en relation avec le tonus d'action, l'énergie, la sensorimotricité et le niveau de vigilance. Le développement de la vigilance ne peut s'effectuer que par le biais d'une pédagogie qui prenne en compte la fonction d'éveil, et non sur des ordres verbaux. Cette fonction d'éveil est visée dans la pédagogie exposée ici, par les différents ajustements et les apprentissages par essais-erreurs ainsi qu'avec les chansons. Dans cette pédagogie de l'ajustement où l'enfant ne doit pas réfléchir avant chaque mouvement, l'organisation de l'action se réalise sur le plan sous-cortical par des structures qui existent pour ce rôle. Les négliger amène à un refus d'utiliser plus de la moitié des potentialités. Enfin, c'est sur cette base globale d'ajustements sous-corticaux que va pouvoir s'élaborer des actions plus spécifiques où le langage va apporter un enrichissement irremplaçable. Agir par injonction verbale, c'est croire que le jeune enfant a les mêmes opérations de pensée que l'adulte alors que sa pensée est encore syncrétique et globale. Mais il ne s'agit pas de pensée avant tout, mais de vécu sensible. Ce qui est premier chronologiquement dans le comportement comme dans la perception, ce n'est ni une mosaïque de parties extérieures, ni l'unité précise que rend possible l'analyse, c'est le syncrétisme. Les opérations mentales de l'adulte procèdent par analyse et synthèse au contraire de l'enfant. Il ne faut donc pas imposer trop tôt sa propre manière de penser, mais permettre à l'enfant de franchir les étapes dans l'ordre de la maturation du système nerveux central, lié à ses expériences vécues. Si la pensée de l'enfant est toujours présente lors de ses mouvements, cela ne veut pas dire qu'il faut faire appel à elle volontairement. Au contraire, pour que l'enfant puisse d'abord vivre pleinement sur le plan sensorimoteur, opératoire et énergétique, incluant la totalité de sa personne, il ne faut pas déjà orienter l'attention sur les seules fonctions mentales amenant une perturbation dans l'organisation du mouvement dansé qui à cet âge est en grande partie sous-cortical. L'expérience vécue permet ensuite de nommer, de verbaliser. Il faudra de nombreux tâtonnements pour que l'enfant pénètre la signification de l'acte qu'il accomplit ainsi que le sens des mots. Réciproquement, la verbalisation permet au mouvement de se préciser, à la perception et à la compréhension d'émerger. Mais il ne faut pas confondre verbalisation et bavardage. Si l'enfant parle sans cesse, il ne va plus danser, il sera dans l'expression verbale et non dans l'expression non verbale. De la même manière, s'il parle fort en s'énervant, la voix va exacerber le tonus et ne pas permettre la mise en action de la fonction d'éveil. L'ajustement global constituera la base pédagogique de l'éveil. Ce n'est ni une directivité complète, ni à l'inverse un laisser-faire croyant que l'enfant est capable de tout découvrir par lui-même. Il s'agit d'une semi-directivité. Le travail exposé tient compte également des neurosciences et en particulier du rôle du système nerveux central. Ayant eu la chance d'étudier avec le docteur Jean Le Boulc puis d'avoir travaillé en collaboration avec lui, dans les formations de formateurs, cet aspect scientifique a toujours été présent afin de comprendre ce qui a été vécu. Il s'agit de notre deuxième base méthodologique. Il est pourtant important de préciser qu'il ne s'agit pas de tomber dans une réduction de l'humain au biologique. Les sciences permettent de comprendre le vécu et l'expérience, mais elles ne doivent pas déterminer notre action d'abord parce que les sciences ne sont pas infaillibles et ensuite parce qu'il est plus important de rester à l'écoute de soi-même, de partir de son vécu et de ses expériences. Pourtant, les sciences concernées doivent être celles qui prennent en compte l'être humain, vivant et non la matière. C'est pourquoi la physique ne peut en aucun cas constituer une base de connaissances adéquate,
à une pédagogie éducative. Même si nous vivons dans un monde physique, c'est également dans un monde humain et phénoménologique, relationnel, intentionnel que nous réalisons nos actions. Sur le plan neurologique, l'ajustement représente l'aspect global du développement des structures nerveuses qui vont pouvoir s'enrichir et se connecter grâce à la richesse de l'expérience vécue. L'ajustement global est le mode d'action privilégié de l'enfant mis dans des situations où l'adulte lui permet de découvrir ses propres mouvements originaux. Les différentes mises en situation vont évoluer, se préciser et devenir des apprentissages globaux puis par essais-erreurs. Lorsqu'il s'agit d'enfants de 3 ans, il ne sera proposé que les ajustements et apprentissages globaux. À partir de 4 ans, il est possible de les mener vers un tâtonnement plus précis, accompagné par un début de prise de conscience. La pensée syncrétique qui accompagne ces progrès dans une interaction avec le mouvement va dans ce sens également. Elle consiste en une appréhension globale et indifférenciée qui précède la perception et la pensée par objets nettement distincts les uns des autres. Le langage n'est pas la cause de la pensée, mais n'est pas non plus la cause du mouvement. 27. S'il y a retard du langage ou de la motricité, leur action réciproque rétablit l'équilibre à condition de ne pas subordonner l'un à l'autre. Pour l'enfant, les mécanismes de l'action s'exercent avant ceux de la réflexion. Le geste précède le mot, puis en est accompagné pour enfin s'y résorber. Il y a prépondérance de l'appareil moteur sur l'appareil conceptuel. La pensée syncrétique est une sorte de compromis entre la représentation qui se cherche et la complexité mouvante de l'expérience selon Wallon. L'enfant ne vit pas encore ses expériences comme un tout avec des parties. Il a une intuition dynamique des situations, fusion du désir et de l'objet. Avec le langage vient se glisser la représentation qui distingue, morcelle, immobilise. Le changement et le devenir ne sont pas encore appréhendés. L'appréhension des choses et des situations reste globale. S'il distingue un détail, ce n'est pas comme la partie d'un tout mais comme un détail sur lequel il focalise sa sensibilité ou sa motivation. Ce n'est pas encore une gestalt, une forme. Pour toutes ces raisons, il est indispensable de permettre des expériences du mouvement, ainsi que des organisations de l'action les plus diversifiées possibles, afin que les fonctions sensorimotrices et opératoires, les fonctions mentales par la pensée syncrétique, les amorces de perception et de représentation, mais aussi les fonctions affectives et énergétiques s'apportent réciproquement afin de constituer l'éveil de la personnalité de l'enfant. Une danse éducative. Ce livre s'adresse également aux parents, car les pratiques proposées peuvent être réalisées à la maison. Si l'instabilité de l'enfant est accompagnée très tôt, elle pourra être éduquée. Il vise de même la formation des personnels de la petite enfance ainsi que les métiers où le mouvement et le corps vécu peuvent apporter un éclairage différent, surtout en ce qui concerne les enfants en difficulté. C'est ainsi le cas des professeurs des écoles, représentants par excellence d'une pédagogie éducative. Cette éducation ne peut se transmettre que par des personnes compétentes tant en danse qu'en pédagogie. L'éveil artistique dansé ne doit pas être à l'école, une simple matière de plus, prise comme les autres sur le plan intellectuel et soumise aux critères objectifs d'évaluation. La seule évaluation est la valeur humaine qui se dégage du mouvement vécu à chaque séance par l'enfant, au comportement qui se transforme, au mouvement qui se structure, au corps qui chante. À part cela, nul besoin de noter, de chiffrer, de vouloir quantifier ce qui est de l'ordre de la qualité. Faire pratiquer la danse aux enfants de maternelle en leur demandant d'exprimer une idée par le corps, c'est accepter ce que M. Merleau-Ponty, philosophe phénoménologue français, critiquait déjà dans la première moitié du XXe siècle: la motricité n'est pas la servante de la conscience. Vouloir que le corps vivant soit esclave de la pensée, c'est considérer la danse comme une matière telle que les autres matières intellectuelles, lire, écrire, compter, et ne pas tenir compte que le sujet de la matière enseignée est une personne sensible et intelligible. Sinon, c'est revenir à un dualisme de subordination. L'élève apprendra à exploiter sa créativité pour convertir des images mentales en mouvements, et les mouvements en images lisibles pour les spectateurs. Ce qui démarque alors la danse éducative proposée ici, c'est que le but pédagogique est l'enfant lui-même et non le spectacle ou la fête de fin d'année. Si la danse est expressive et spontanée,
Elle ne part pas d'images mentales construites volontairement avant l'action. À cet âge, il faut surtout préserver l'enfant de cette tendance à nier le corps vivant, pour le remplacer par une image déréalisée, c'est-à-dire qui n'est pas issue de son expérience vécue. Si la danse peut épanouir l'enfant dans son être corporel et mental, ce n'est pas en supprimant l'aspect artistique, intuitif et sensible par une sollicitation trop précoce d'images mentales. Or le cognitivisme pur consiste à nier tout ce qui n'est pas lui, et principalement le corps. Par contre, les images qui vont émerger avec le mouvement seront des images où l'affectivité, la sensibilité et le tonus, l'imagination originale et le mot seront présents. Ces images accompagnent le mouvement mais ne le commandent pas. Ils permettront ensuite une verbalisation puis plus tard une conceptualisation. C'est par l'action combinée d'un mouvement sensible, artistique et vécu que les fonctions symboliques se mettront en jeu. Les mots sont le symbole de l'action, des choses, des événements et non l'inverse. Faire préexister le mot avant l'action, c'est dire que le verbe s'est fait chair, c'est nier l'évolution biologique. Pouvoir nommer, c'est également se souvenir, réorganiser, se représenter. Le vécu du mouvement en danse le permet, et prend sa signification à condition de n'avoir pas inversé le processus. N'est-il pas de l'ordre d'une logique ? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.